Passons maintenant au Québec. La rentrée parlementaire a eu lieu cette semaine. Plusieurs choses à discuter, notamment je veux qu'on discute un peu des sujets qui seront comme des hot topics, là, tu sais, qu'il va falloir qu'on suive un peu de près. Déjà, ça a commencé, évidemment. Avant de parler de la rentrée, juste pour mentionner, parce qu'on a parlé de ça la semaine passée, on a mentionné que il y a eu une petite bousculade au niveau du caucus du Parti libéral du Québec, forçant peut-être Marc Tanguay à dire clairement ses intentions quant à la course à la chefferie. Est-ce qu'on y voit plus clair, là? Honnêtement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est un caucus qui semble être plus organisé, qui semble être... Ah oui? Regarde, ça fait juste 2 jours. Non, là, non, je sais c'est pas. bon. Mais j'ai pas l'impression c'est pas ce caucus qui semblait un peu perdu, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, blablabla. Peut-être qu'ils ont pris le temps nécessaire durant l'été et avec la déclaration de Marc Tanguay, bon, ben là, on a un chemin qu'on peut paver. Et déjà, la rentrée qui commence cette semaine, on a plusieurs conférences de presse, puis on continue à attaquer le gouvernement. Puis je reviens à ce qu'on avait dit juste avant de quitter pour l'été, où tu avais mentionné que, tu sais, on voit peut-être l'armure de la CAQ. Une fissure? Ouais, une petite fissure. Puis j'ai l'impression que les libéraux, ben c'est sûr que chaque groupe parlementaire vont vouloir continuer à percer cette armure-là. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est bien parti. Pas juste pour les libéraux, mais pour tous les partis, mais spécifiquement pour les libéraux, parce que nous, on en parle beaucoup. Et il y avait un sentiment, tu sais, ils semblaient être vraiment perdus dans leurs affaires. Et c'est ça, j'ai l'impression que peut-être ils sont sur un bon chemin. Reste à voir, évidemment. Il y a une course, évidemment, j'espère, bientôt, qui va venir. Et ben c'est ça. Donc moi c'est la petite remarque là que j'ai vue durant ces 2-3 premières journées. Ben écoute, tant mieux si c'est déjà perceptible. Donc parce que bon, effectivement, il faut tirer profit des nouvelles contingences, des nouvelles situations. Marc Tanguay a annoncé qu'il n'irait pas à la course à la chefferie, donc il va se consacrer pleinement et uniquement à son rôle de chef par intérim. Alors peut-être qu'il y a des ajustements qu'il apporte. Pour être très honnête, moi j'ai rien vu de spécial parce que je considère que c'est encore un peu tôt, parce que la semaine, c'est juste la première semaine. Oui, c'est tôt. C'est juste que ce que je voulais dire, c'est que il y a un sentiment que il y a une organisation au moins qu'on ne voyait pas avant. C'est ça que... Ouais. Peut-être. Mais par contre, c'est sûr que ce que j'ai envie de te dire, c'est que les machines à rumeurs, etc., ça s'est pas arrêté. Ça. Non. Ça s'est pas arrêté. Est-ce qu'on va avoir un candidat ou plutôt une candidate surprise? Tu parles évidemment de Marois. Écoutez... Marois Risky. Marois Risky. On en a déjà parlé. D'ailleurs, parmi les rumeurs qui circulaient, elle était la première à sortir, renoncer à la course à la chefferie. Elle a fermé la porte déjà tôt. Là, je pense que c'était au mois de mars ou avril, peut-être fin avril, début mai. Bien avant André Fortin ou Monsef Déragi. Fred Beauchemin, ben, on entend toujours. On a dit ce qu'on pense dernier épisode. Mais là, je ne sais pas si c'est l'effet de la rentrée, parce que honnêtement, là, les 2-3 derniers jours, Marois Risky, she's on beast mode. Là, elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait durant l'été, je sais pas quelle sorte de préparation elle a faite, mais elle est sortie contre Drainville comme, like, wow! Tu sais, les clips qui sortent, I'm like, what? Ben non, mais regarde, soyons honnêtes, soyons clairs. Marois Risky est plutôt efficace. Oh my God, yeah. Elle est plutôt efficace. Puis surtout en éducation, elle connaît bien ce domaine-là, puis c'est une adversaire
Sais-tu quoi? Je vais être même un peu généreux avec elle. Moi, je pense pas que ce soit juste une question que c'est un dossier qu'elle connaît bien. Parce que d'abord, l'éducation, c'est pas l'enseignement supérieur. Elle, c'est surtout l'enseignement supérieur qu'elle connaissait. Donc, l'éducation, c'est quelque chose qu'elle a découvert et qu'elle a travaillé, puis elle est efficace. Mais je pense que Marois Risky, on peut lui donner un autre dossier, puis elle pourrait être efficace. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle est punchée. Parce qu'elle a le sens de la clip et parce qu'elle aime les caméras, là, on va le dire. Là, je veux dire, si c'est pas une Kid Kodak, on n'est pas loin de ça. Elle est très à l'aise devant la caméra, elle est éloquente, elle s'exprime bien. Écoute, elle a énormément de qualités. C'est pas pour rien que elle fait partie des députés libéraux les plus connus. C'est pas pour rien que dans les sondages, c'est celle qui récolte le plus d'appui dans une éventuelle course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc, écoute, franchement, elle a toutes ces qualités-là. Bon, maintenant... Ben là, c'est ça. Il y a plein de journaux, des journalistes qui ont sorti, tu sais. Je sais pas si c'est... Tu sais, on coulait ça juste pour tester un peu l'environnement. Non, mais les gens l'aiment bien. Non, mais je veux dire la pression maintenant pour qu'elle se lance finalement dans la course. On voit peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a un pivot là, de 180 degrés? Je sais pas. Mais il semble que ça jase pas mal. Concernant ça. D'abord, il faut le dire, les médias l'aiment aussi. Donc, toutes les plateformes médias, toutes les chaînes et tous les médias confondus, écrits, radio, télé, les gens l'aiment. Alors, effectivement, disons que elle est sollicitée, puis les gens ont leur opinion sur elle et elle a impressionné un certain nombre de personnes. Et ces gens-là se disent, tiens, pourquoi pas elle? De toutes les manières, il y en a pas nécessairement d'autres. Il y en a un autre au minimum. Là. Il faut respecter sa démarche qui est très sérieuse et qui est très intéressante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'ont deux yeux que pour Marois Risky actuellement lorsqu'ils pensent au PLQ. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, il y a l'autre réalité. L'autre réalité, c'est... D'abord, il y a un positionnement idéologique où est-ce qu'elle va être en mesure d'aller rassembler le maximum de libéraux parce que le positionnement idéologique qui lui est attribué, à tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, est un peu éloigné de ce que la majorité des membres actuels ont connu dans les années 2000. Donc, on n'est pas dans un PLQ de Jean Charest, on n'est pas dans un PLQ de Philippe Couillard. On serait dans une sorte de PLQ... On serait même pas dans un PLQ Bourassa, on serait dans un PLQ très spécifiquement Marois Risky. Puis c'est correct, hein, ça, en politique, c'est aussi comme ça. La couleur du chef ou de la chef compte pour beaucoup. Il y a ça, puis il y a aussi la dimension aussi personnelle. Je pense que, puis je crois pas révéler quoi que ce soit, mais je l'ai entendu à la radio elle-même dire que elle a une jeune famille et potentiellement cette famille s'agrandirait et que c'était pas nécessairement dans ses plans. Pas dans ses plans, mais parce que ça irait pas. Je veux dire. Dans ses priorités. C'est pas ses priorités, mais tu sais, je veux dire, être chef d'un parti politique, chef de l'opposition officielle, en passant, le chef de l'opposition officielle, c'est probablement la job la plus dure de la politique québécoise et sans doute canadienne aussi. Dans le système de parlement de tradition britannique, qu'on appelle le système Westminster, le chef de l'opposition officielle, c'est un rôle d'une ingratitude incroyable et qui est très, 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 très dur à porter. Non, c'est sûr que l'aspect familial pèse beaucoup. Puis, je sais pas, évidemment, c'est sa décision. Je trouve ça quand même intéressant que, the tables have turned, comme on dit. Finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des collègues qui nous disent, regarde, Marois, on est là pour toi, on va t'appuyer, vas-y. Je sais que dans un article que j'ai lu, il y a André Fortin qui est sorti dire oui, Marois Risky ferait une excellente chef. Oui, mais tu vois, moi j'ai envie de te dire,
regarde, je pense à haute voix. Moi, j'ai souvent dit, même dans ce podcast-là, moi, je ne crois pas aux coïncidences en politique. Je n'y crois pas. Est-ce que ça peut exister? Il y a des gens qui vont te dire oui. Moi, je n'y crois pas. Alors, je vais pas te dire que... De là à te dire que c'est stagé, puis que c'était voulu, etc., qu'un député dise qu'elle ferait un très bon chef, une très bonne chef. Non, je vais pas aussi loin que ça, mais pour moi, il n'y a pas de... Il y a pas de coïncidence en politique. Non, je suis d'accord avec toi, mais... Moi, que les gens veulent une Marois Risky se lancer dans la course, surtout ses collègues en chambre, je le comprends. Tu as dit clairement que c'est une parlementaire qui est très efficace, puis je suis certain que même ses collègues partagent cet avis-là, puis voudraient peut-être quelqu'un qui va mettre le gouvernement un peu dans une situation difficile. Peut-être qu'elle est en bonne place de le faire. L'autre chose que je pense, c'est est-ce qu'il y a une... je sais pas comment on dit ça en français. Like, are they desperate? Est-ce qu'ils sont arrivés à un point où... Est-ce qu'ils sont désespérés? Désespérés, que peut-être qu'on n'aura pas d'autres, ou, regarde, on a besoin d'une course cette fois-ci. On prévoit sûrement que Frédéric Beauchemin va se lancer. On peut pas avoir un autre couronnement. Qui d'autre qui va se lancer? On a besoin de cet échange d'idées. On a besoin d'avoir un débat. Est-ce qu'on revient en arrière pour dire, regarde, qui pourrait être ça? Qui pourrait le faire? Ben, regarde, la plus populaire, c'est Marois. Ben, on va l'approcher, puis on va la relancer, puis on va voir ce que ça va donner. Je sais, regarde, je sais pas. Je ne crois pas que ce soit une question de désespoir parce que, tu sais, il n'y a pas une force vive au parti qui décide, dans un parti politique, il n'y a pas une force vive qui dit « OK, là, on va aller voir un tel ou un tel juste pour avoir une course. » Puis non, il y a des gens qui s'organisent, il y a des gens qui veulent une course, donc ils vont essayer de s'assurer d'avoir au moins un autre candidat ou une autre candidate dans cette course-là. Parce que moi, je suis juste parti du principe que Frédéric Beauchemin y allait. Là, donc, donc ça prend une deuxième personne. Mais tu sais, si Marois Risky, son objectif à court terme, c'est de prioriser sa famille, sachant qu'elle fait déjà beaucoup de sacrifices, parce que déjà, en étant députée d'opposition, c'est énorme. Imagine ce que ce serait d'être, en plus, d'en être la chef. Donc, écoute, si c'est sur ça qu'elle veut se concentrer, écoute, c'est une bonne raison, j'ai envie de te dire. Mais chose certaine, c'est que avec ses entrevues, elle a montré que son intérêt... Non, mais c'est-à-dire, quand bien même ce ne serait pas son intérêt pour cette fois-ci, on comprend... L'intérêt a toujours été là, Salim. Ben oui, c'est ça. L'intérêt est toujours là. Exactement. Mais attention, là, parfois en politique, d'avoir trop d'intérêt. Tu sais, Denis Coderre, là, je ne sais pas si tu te souviens. Denis Coderre, on savait qu'il voulait être chef. Il a toujours voulu être chef. Son objectif était d'être chef. Et à un moment donné, ça lui a joué des tours, ça n'a pas été en sa faveur. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Non, mais Marois Risky, son nom a même circulé en 2018. Je me rappelle très bien. Puis tout le monde dit qu'elle vient juste de rentrer. C'est une recrue. Quand même de l'ambition, la fille, je me rappelle. Donc, oui, l'intérêt a toujours été là, puis peut-être que ça va demeurer, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas une décision facile, surtout quand il y a une décision qui, d'après moi, est beaucoup plus importante, qui est celle des priorités familiales. Donc, on va voir. Mais je trouve quand même intéressant que, il y a peut-être un autre joueur qui rentre dans l'équation. On verra. En tout cas, moi, j'aimerais pas être le prochain chef du Parti libéral du Québec et de savoir que Marois Risky veut tellement être chef parce que ça va... parce que ça met la pression, Ben oui, bien sûr que ça met la pression. Évidemment, ça met la pression. Puis là, tu te dis toujours... T'as toujours un petit coin de ta tête. On aurait dû aller avec Lou, tu sais, what if? Non, mais... Ou alors te dire simplement, OK, mais est-ce que cette prise de position, est-ce que c'est pour servir ses intentions plus tard, etc. Tu sais, non, mais...
sais, en politique, c'est pour ça qu'il faut être... Tu sais, parfois, en politique, il faut être discret. Est-ce que tu dis ça à cause de la sortie d'André Fortin qui dit « Ah oui, moi, je pense bien que Marois Risky ferait une bonne chef. » Est-ce que tu penses qu'il prévoit peut-être, quelque chose qui va servir plus tard? Non, pas juste de ça. D'abord, parce que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans la tête d'André Fortin lorsqu'il disait ça. Est-ce que c'est... Je veux dire... Est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait dire parce qu'il avait vraiment envie de le dire? Est-ce que c'est parce qu'on l'a pogné puis qu'il ne savait pas quoi dire sur le moment? Est-ce que c'était préparé? Est-ce que c'était pas préparé? J'ai aucune idée. Je le saurai probablement jamais. Mais ce que je peux te dire, c'est que son entrevue avec Patrick Lagacé, Marois Risky, son entrevue avec Patrick Lagacé, tu sais, on voyait bien qu'elle est tiraillée. Tu sais, évidemment, c'est important pour elle, la famille, mais en même temps, elle le veut tellement, puis elle voit comme quoi elle est populaire, puis elle sait qu'elle est bonne, qu'elle est efficace, tu sais. Et donc, les observateurs internes comme externes au Parti libéral du Québec voient ça puis se disent « Oh, OK, de toute façon, elle, là, ça se voit qu'elle veut être chef. Ça sera peut-être pas pour cette fois-ci, mais si c'est pas pour cette fois-ci, c'est pour la fois d'après. » Et alors, la fois d'après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, il y a un chef ou une chef. Je peux te dire que cette chef va devoir vivre avec une députée dans son caucus qui est populaire, qui est efficace et qui a de l'ambition. Puis l'autre chose aussi, puis on va dire ça rapidement parce que je veux qu'on passe aux autres sujets. Tu sais, la décision là, de te présenter dans la course à la chefferie, surtout dans l'état où se trouve actuellement le Parti libéral du Québec, moi, là, je peux gager ma maison qu'il n'y a pas un député du caucus libéral qui pense franchement que la prochaine élection, on va l'avoir. Peut-être qu'on va faire mieux, on ne sait pas, mais de gagner la prochaine élection, moi, je peux gager tout que le sentiment en général, c'est « forget it, gang ». Donc, on va rester encore un autre mandat. Ça nous donne peut-être le temps de bâtir une meilleure équipe ou de nous préparer davantage. Donc, le calcul que doit faire peut-être, Marois Risky, c'est que, OK, là, je me lance dans la course. Est-ce que j'ai envie de rester en opposition pour peut-être un autre mandat ou une demi-mandat ou je sais pas trop quoi, puis faire une élection, puis est-ce que j'ai ce temps-là? Mais George, la beauté avec Marois Risky, c'est qu'elle a du temps. Elle, là, elle a 38 ans. C'est vrai, les jeunes. Elle a 38 ans. Les prochaines élections, c'est dans 3 ans. Elle n'en aura que 41. Et celle d'après encore, elle en aura juste 45. C'est... Alors, maintenant, à moins qu'elle, son objectif soit autre chose, là, une autre sorte de carrière, etc., c'est pas impossible, je le sais pas. J'ai aucune idée. Mais elle est jeune. Moi, je te dis pas... il faut qu'elle y aille, il faut pas qu'elle y aille. Là, c'est son entourage, les militants vont déterminer qui sera, d'abord si elle va y aller ou non, puis si elle va être chef ou pas. Mais elle a du temps. Elle a du temps. Tu sais, je vais te dire un truc. Le problème qu'il y a avec le PLQ en ce moment, c'est que la perception à l'extérieur, c'est que le caucus est là beaucoup pour ses propres intérêts, pour les intérêts des carrières respectifs. Entre celui qui a envie d'être chef par intérim, président de commission, président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Les gens ont l'impression que le PLQ, c'est juste ça. Quand, à côté de ça, la Coalition Avenir Québec, ils étaient 20 députés, puis ils étaient deuxième opposition, puis ils sont allés au pouvoir. Même chose pour les libéraux fédéraux à l'époque de Ignatieff, où ils étaient tombés en deuxième opposition. Ils se sont rebâtis, puis là, on n'avait plus le sentiment que c'était des gens qui étaient là pour une ligne sur un CV. Puis ils ont pris le pouvoir en passant de deuxième opposition à pouvoir. Mais en ce moment, on sent chez Québec solidaire, alors qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, tu le sais aussi ce que je pense de Québec solidaire, je suis moins d'accord, bien moins d'accord. Il reste que de la conviction à Québec solidaire, il y en a. On peut être parfois, on peut envoyer des messages contradictoires de temps en temps, mais il y en a de la conviction et des gens qui sont là par conviction. Il y a des gens au PQ, ils sont 3 en plus,
ils sont là aussi parce qu'ils le souhaitent, parce que sinon, ils pourraient ne plus être là, puis le PQ n'existe pas. Ils sont là. Le PLQ, les gens ont un peu cette impression que les députés sont là pour une ligne sur leur CV. Donc, évidemment, idéalement, ce serait des lignes où ils sont au pouvoir. Mais s'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont dans l'opposition. Mais à quoi dans l'opposition? Est-ce qu'ils sont chefs du parti? Est-ce qu'ils sont leaders adjoints, whip, président de caucus, président de commission, etc., etc., etc. Passons à quelques sujets que déjà, ça fait du bruit à l'Assemblée nationale. Ça fait juste quelques jours qu'on a commencé. Planification d'immigration 2024-2027. Oui. Ben, planification d'immigration. Bon, d'abord, c'est un exercice que le Québec fait depuis que le Québec a des pouvoirs en immigration, c'est-à-dire depuis 1991. C'est des planifications triennales, donc à chaque 3 ans. Étant donné que le Québec, on le répétera jamais assez, le Québec est la seule province au Canada qui a le droit de choisir sa propre immigration, celle qui est dite économique, immigration économique. Il reste juste le regroupement familial et les réfugiés qui relèvent du gouvernement fédéral. Mais tout ce qui est économique, c'est le gouvernement du Québec qui gère ça. Et moi, je trouve ça très intéressant. Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'Immigration, a amené une certaine fraîcheur à la Coalition Avenir Québec sur la question de l'immigration. La CAQ a démontré qu'elle était un peu moins idéologue sur la question. S'est ouverte à ça après s'est fait élire sur le dos de l'immigration et de l'identité, etc. A compris que, écoute, au-delà des questions identitaires où on peut parler de manière civilisée, eh ben, il y a des besoins en termes de marché du travail qui sont très importants. Il y a la nécessité de garder une certaine démographie à la fois un peu plus jeune et à la fois un peu plus grande pour notre poids politique dans la Fédération canadienne. Les PME, bien sûr, qui réclament de la main-d'œuvre, etc. Donc, c'est intéressant. Bon, ça va être intéressant de voir parce que là, la CAQ a finalement décidé de monter ce qu'on appelle les volumes d'immigration. Mais c'est ça, on est loin de leur promesse électorale. Ah, exactement. On parlait M. Legault parlait de la louisianisation du Québec. M. Legault disait que c'était un suicide que de recevoir plus d'immigrants. Là, tout d'un coup, il veut en recevoir plus. En passant, il n'en a jamais moins reçu, juste soit dit en passant, parce qu'il y avait moins de permanents, mais il y avait beaucoup plus de non-permanents, c'est-à-dire de temporaires, qui deviennent à un moment donné des permanents. Donc, la CAQ a décidé d'augmenter les seuils. Je pense personnellement que c'est une bonne nouvelle. Les libéraux voulaient l'augmenter aussi. Les solidaires aussi. Et là, ça, c'est intéressant parce que finalement, tu sais comment on dit, hein, en politique, il faut savoir se démarquer. Qu'importe comment les gens vont juger ça, est-ce que c'est de se démarquer positivement ou négativement, mais le PQ se démarque en étant le seul parti représenté à l'Assemblée nationale qui veut les diminuer. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne suis pas d'accord avec le PQ d'une manière générale et sur cette question-là en particulier, mais tu vois, l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais ça qu'on reçoive un péquiste sur notre podcast, c'est parce que on peut avoir une discussion civilisée sur la question. J'ai envie de comprendre l'argumentaire du PQ là-dessus, autrement que des questions de notre capacité d'accueil, sachant que personne ne sait c'est quoi ça, la capacité d'accueil. J'ai envie de les entendre parce que c'est trop facile de dire « Oh, ils veulent réduire l'immigration, donc ils sont anti-immigration ». J'ai envie de comprendre davantage c'est quoi. Puis surtout venant de la part de jeunes députés comme ceux du PQ, qui me paraissent pas être sectaires, qui me paraissent pas être... comment dire, des extrémistes, etc. Bon, j'ai envie de comprendre, même d'un point de vue de leur projet de souveraineté, même pour le Québec comme pays, comment ils voient ça. J'aimerais le comprendre, parce que sincèrement, je ne le comprends pas. Ouais. Non, c'est intéressant. Puis,
pour la CAQ, là, je pense souvent au gouvernement, il y a plein d'affaires que ça, on revient en arrière, puis on revise, puis ça donne évidemment des munitions à leur opposition, parce que là, il y a une liste qui s'accumule là, de promesses qui ont été brisées. Et l'immigration, évidemment, en fait partie. Passons un peu, parce qu'on a commencé la session parlementaire avec quand même des sujets plutôt de nature sociale, éthique. Il y a eu la question, notamment dans les écoles, qui préparaient des toilettes mixtes. Puis, c'est drôle parce que c'est venu juste après la convention, le congrès des conservateurs à Ottawa, où il y a eu plusieurs résolutions de ce type-là qui ont été présentées puis débattues et qui ont été adoptées même ici à Québec. Donc, puis là, tout à coup, cette semaine-là qui suit, c'est des thèmes qui ont découlé un peu à l'Assemblée nationale du Québec. Le ministre a été quand même rapide à dire que, regarde, on va pas faire ça, là, les toilettes doivent rester séparées. Puis, ça a ouvert une porte grande ouverte à amener ces discussions-là au niveau politique. Et évidemment, on parle aussi de l'identité de genre, puis toutes ces thématiques-là qui, oui, je l'admets, posent quand même un défi important dans notre société actuelle. Et la grande question, c'est est-ce que c'est des thèmes qui doivent être débattus par des élus? Et Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ qui a suggéré de créer une commission parlementaire où on peut avoir ce débat-là. Et tout de suite, Bernard Drinville qui a mis ça de côté et son argument, c'était que on ne veut pas laisser la place à la partisanerie politique sur des sujets qui peuvent être quand même délicats comme ceux-là. Je suis en accord avec lui, puis il a plutôt proposé un comité scientifique. Bon. On en est là. Puis, ouais, mais tu sais, en démocratie, on est représenté par nos élus. Donc, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon propose n'est pas farfelu du tout. En même temps, je me pose la question, est-ce qu'on peut avoir les deux? Je veux dire, qu'est-ce qui peut empêcher un comité scientifique qui se penche sur la question avoir un rapport qui soit le point de départ d'une discussion intéressante et que ça puisse se faire aussi avec les élus à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Effectivement, c'est un sujet très complexe. Et puis les gens, souvent, ne savent pas quoi penser de ce sujet. Mais je pense aussi que ils n'ont pas les connaissances nécessaires non plus. Non. Surtout les élus. Mais c'est ça. Mais écoute, moi, je dois quand même dire que Bernard Drinville, sur la question, par exemple, des salles de bain mixtes, je trouve qu'il a eu... je crois qu'il a eu la bonne approche. Moi aussi. Il a eu la bonne approche. Il a dit, écoutez, je vais émettre une directive. Cette directive, elle dit, on va conserver des salles de bain, des toilettes pour garçons, et on va conserver les toilettes pour filles, et on va trouver une façon... Il n'a pas utilisé le mot « accommoder », parce qu'il a un problème avec le mot « accommoder », mais il a dit qu'il allait, d'une certaine manière, accommoder les personnes, les jeunes et les professeurs qui sont non-binaires. Moi, je pense que l'approche est la bonne parce que tu n'as pas envie de régler un problème en créant un autre. Les gens, j'entendais la dernière fois à la télé, puis je te dirais que naturellement, là, sans y avoir trop réfléchi, je me suis un peu collé à cette idée. Je me suis dit, c'est vrai que les enfants, quand ils sont jeunes, puis... aussi, parfois ils peuvent traîner à quelques complexes ou avoir quelques situations qui leur sont très propres. Et il y avait même quelqu'un qui donnait l'exemple peut-être d'une jeune fille qui aurait ses menstruations, par exemple, et serait dans une toilette où elle n'aimerait pas que de l'autre côté de la porte, il y ait des garçons, etc. Elle se sentirait gênée, garçons qui ne savent pas c'est quoi, ne sont pas matures, etc. Enfin bref, je pense que Bernard Drinville a eu raison. Cela dit, on vit en 2023
Il y a des choses sur lesquelles la société a évolué. Puis on est une société basée quand même sur les libertés, des droits et des libertés. Et il faut pas que il faut pas qu'il y ait un statu quo, qu'on maintienne des salles de bain pour garçons, des salles de bain pour filles, ne doit pas signifier le statu quo. Ça veut dire qu'il faut trouver une alternative pour ceux et celles qui sont à l'inverse pas à l'aise avec des salles de bain non mixtes parce que c'est des personnes non binaires, par exemple. Mm-hmm. Mais juste pour revenir à ce que Bernard Drainville a dit, qu'en créant une commission parlementaire, est-ce que ça ne va pas amener dans le jeu les idéologies politiques? Parce que c'est sûr que dans une commission politique, tu peux inviter n'importe qui là, à venir participer, mais avec la présence des élus et évidemment avec ça, leurs idéologies et leurs positions, je pense qu'il y a aussi, qu'il y a aussi raison à dire que, regarde, on va pas ouvrir ce débat-là, on va pas laisser place à l'idéologie, puis je pense qu'il a raison là-dessus aussi. Je sais pas comment tu le vois, je sais pas, parce que est-ce que ça va dégénérer en cirque, une commission parlementaire? Est-ce que le fait juste d'avoir un comité avec des gens qui connaissent ça beaucoup plus que les élus, puis ça, on s'entend, moi, je suis prêt à gager qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui connaissent ou qui ont même une position là-dessus ou qui ont des connaissances sur ces sujets-là. Donc, pourquoi ne pas avoir des personnes qui soit sont des professionnels, des psychologues, des psychiatres. Mais tu peux les inviter. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. Hein. En plus de ça, les élus sont souvent super généralistes, puis souvent doivent traiter de choses dont ils n'ont pas nécessairement d'expertise. Et tant mieux, hein, parce que la démocratie, on n'envoie pas juste des spécialistes à l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que quand on parle de commission parlementaire, c'est pas juste un trip de parlementaires entre caquistes, libéraux, solidaires et péquistes qui vont se retrouver, puis vont commencer à jaser, puis refaire le monde, puis voir moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, moi je suis d'accord avec ci, mais pas avec ça. Non. Une commission parlementaire peut faire en sorte de... Ça peut faire il peut y avoir des auditions, hein, c'est-à-dire on peut écouter des spécialistes, des scientifiques, des sociologues, enfin bref, tout un tas de... Donc, c'est quoi la différence que propose Bernard Drainville? La différence, c'est que quand tu mets un comité, que tu mets en place un comité, c'est l'inverse. C'est-à-dire là, au lieu d'avoir une commission parlementaire où tu invites des spécialistes, c'est une gang de spécialistes qui se rencontrent, chacun sur un sujet pertinent à la discussion et dont ils ont l'expertise, pour en arriver à un rapport. Le problème du rapport, c'est qu'à un moment donné, une fois que le rapport est pondu... tu fais quoi? Non, mais c'est ça, tu fais quoi? C'est-à-dire, si tu l'adoptes, on va dire « Ah, mais vous n'avez pas vu le revers de la médaille. » Si tu ne l'adoptes pas, on va te dire « Mais là, tu as des spécialistes qui t'ont dit d'adopter les mesures, etc. » Puis tu ne l'as pas fait. Donc, on est dans une situation de « damn if you do, damn if you don't ». C'est pour ça que moi, je crois que le rapport scientifique, le comité scientifique avec un rapport, c'est une bonne idée. Mais bonne idée c'est-à-dire que le rapport doit servir d'un point de départ pour une discussion avec les gens politiques. Pourquoi? Parce qu'après tout, qui nous représente pour voter nos lois? C'est nos députés. Donc on peut pas écarter les politiciens, on peut pas écarter les parlementaires de ce débat-là qui est complexe et dont on n'a pas fini d'entendre parler.